Bon, ça fait un moment que vous m'avez pas vu ici et je vais vous expliquer tout de suite les raisons du changement. Vous le voyez déjà derrière moi, nouvel atelier, mais pas que. Pour ceux qui ont suivi un peu le délire, entre guillemets, il s'est passé énormément de choses ces 3 derniers mois, même plus que ça je crois. Plus que ça parce que la dernière vidéo je crois date de début juillet ou quelque chose dans ces eaux là, c'était lors de ma sortie du Mans Classique, donc ça doit être début juillet. Donc il s'est passé donc, quelques mois depuis cette dernière vidéo, et pour ceux qui ont suivi, vous avez bien vu, j'ai stoppé mon activité en France, j'ai vendu mon atelier, j'ai vendu ma maison, tout ça, et je suis maintenant installé du coup dans la nouvelle maison, le nouvel atelier que vous voyez juste derrière. Et je vais vous en faire le tour rapide tout à l'heure. Bon, l'atelier est un peu plus petit que celui que j'avais en France, mais vous allez voir que c'est un peu différent au niveau de la façon dont c'est agencé. Donc voilà, pour ceux qui avaient suivi, pour revenir à nos moutons, j'ai tout simplement déménagé de France. Je suis parti m'installer dans l'ouest canadien, donc en Alberta. Ça se trouve juste là, je vous mets une petite map ici pour vous situer à peu près. Donc on est tout au sud de l'Alberta. À peu près à 1 heure de la frontière américaine des US. Donc voilà, c'est du tout nouveau pour nous. Il s'est passé plein de choses, il y a eu énormément de changements. Vous vous doutez bien que toutes les caisses que vous avez pu voir passer sur la chaîne, je ne les possède plus. Tout l'équipement que vous avez vu utiliser et tout dans la chaîne, je n'ai plus tout ça. J'ai du coup racheté mon équipement ici, avec pas mal de nouveautés d'ailleurs. Et j'ai aussi acheté le truc qui est juste derrière la caméra, que je vais vous montrer tout de suite, sur lequel il va se passer pas mal de choses, et c'est avec ça que je vais ramener les vidéos sur cette chaîne. Donc il va y avoir un gros projet là-dessus, parce que l'objectif du véhicule qui est juste derrière, bon ceux qui suivent sur Instagram savent déjà de quel véhicule je parle, parce que j'ai fait pas mal de stories dessus, et aussi les galères que j'ai déjà eues avec ce véhicule, alors que j'ai parcouru à peine 800 km avec. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Donc je vais vous montrer ça juste après. Mais d'abord, je vais vous faire un petit tour vraiment rapide de l'atelier, que vous puissiez voir un peu tout ce qui est nouveau ici, et puis que vous pouvez voir un peu la gueule qu'il a cet atelier. Bon, vous m'excuserez, flemme d'utiliser, d'aller chercher le stabilisateur pour juste vous montrer un tour d'atelier. Vous avez vu le véhicule juste à droite, en tout cas un bout. Donc voilà, le nouvel atelier. Donc on a... Enfin c'est un atelier garage en fait, hein. Il fait exactement une 60aine de mètres carrés environ. Donc on a des placards en fait partout qui habillent l'atelier, à l'américaine bien entendu. Donc pour ce qui est de l'équipement, ça va être vite fait. Là j'ai racheté une petite sableuse, une bench Sandblaster comme ils disent ici, et j'ai racheté en fait du coup des tables de soudage toutes neuves. Bon, pour ceux qui connaissent un peu, vous avez plein de trous dedans pour fixer avec des outils spéciaux que je possède du coup avec les tables. Ça permet de fabriquer plein de trucs vraiment cool. Donc là-bas, ça va être tout ce qui est poste à souder, découpeur plasma. J'ai pas encore acheté mon poste TIG, et mon dieu que ça me manque, le poste TIG. Ici on a le coin de tout ce qui va être outillage électroportatif, donc tu te doutes bien que j'achète du Milwaukee, sauf ici la disqueuse Makita, parce que Makita sont inégalables au niveau des disqueuses, mais vraiment. La petite servante, le chauffage, très important, hein, parce que vous vous doutez bien que il fait pas forcément tout le temps chaud, hein, l'hiver. Malgré que les hivers soient pas si froids que ça ici, je vous en parlerai un peu plus tard justement, ou peut-être même juste après dans cette vidéo, pour vous expliquer un peu plus les raisons de tout ça. Donc voilà, c'était un bref tour, et puis bien entendu, vous le voyez depuis tout à l'heure, voilà je vais enlever ça, voilà le bestiau sur lequel je vais taffer. Donc je me suis payé en fait un F150, donc celui-là c'est un modèle 2008, avec le moteur 5 litres 4 Triton dedans. Le fameux 5 litres 4 3 valves, le plus détesté de l'histoire de l'automobile. Et justement en fait ça va être le sujet un peu de la vidéo, vous allez voir que ça va être un peu cool au passage. C'est pour ça que la grue, vous avez remarqué, elle est déjà sortie, elle est prête à travailler. Concernant ce F150, que dire? Donc il est actuellement plus ou moins d'origine. Il y a eu des pocket fenders de mis dessus, donc les gros machins noirs que vous voyez pour cacher la corrosion qui se retrouve dessous, bien évidemment, hein. Ils n'ont pas été mis là pour faire joli, hein, de toute façon. Quand il y a ça de mis ici, de toute façon c'est sûr et certain, à 99% du temps c'est pour cacher une immense rouille. Donc il a eu un pet à l'arrière droit, donc ça a tapé en fait ici dans le pare-choc. Donc bon, la lumière, vous m'excusez, c'est pas ouf ici.
Le pare-choc a reculé et a défoncé un peu la benne, et ça a dû foutre de la contrainte dans la tôle, parce que ici il est quand même bien marbré, donc je vais me fendre la gueule à redresser ça. Oui, t'as bien compris que j'allais pas le laisser dans cet état là. Et en fait derrière, moi j'ai juste écarté les pocket fenders là, et il est bouffé de rouille au niveau des contours d'ailes. Sur les ailes avant, il y a un peu de rouille dans le bas, rien d'inquiétant, mais sinon au niveau de la structure en elle-même, parce que moi vous le savez, la carrosserie j'en ai rien à foutre. Ce qui m'importe, c'est surtout la structure du véhicule. Donc tout ce qui est châssis et compagnie est en super bon état. On a vraiment une corrosion de surface, de vraiment rien du tout. Donc voilà au niveau du Ford. Bon, il est un peu crade parce que je me suis pas amusé forcément à trop le laver plus que ça. On a la calandre qui est un peu passée. De toute façon, elle va virer. Je vais en installer une autre. Donc voilà dans l'ensemble. Actuellement, il est rehaussé de 2,5 pouces. Donc pour ceux qui se demandent, donc pour vous situer, 2,5 pouces, ça fait à peu près 65 mm de rehausse. Moi j'avais bien remarqué de toute façon quand on l'avait acheté, sans regarder plus que ça, mais je m'étais dit qu'il était un peu plus haut que les autres quand même, et c'est la raison. Et la monte de pneus n'est pas celle d'origine, ils ont mis une taille un peu plus grosse. Donc là, dans les grandes lignes, je vais vous exposer un peu ce qui va être fait dessus. Tout premièrement, mécaniquement, on va parler de ce qu'il a, ce putain de F-150. Donc pour vous exposer le sujet, ce qui s'est passé avec le Ford en fait, c'est que nous on l'a acheté dans un garage. On a du coup voulu rapidement rouler avec. On a eu des histoires de papier parce que vous vous doutez bien, on arrive dans un nouveau pays, on peut pas rouler direct comme ça et tout. Enfin bref, ça, je vais pas m'étaler là-dessus. Je l'expliquerai éventuellement dans des FAQ sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner à Instagram, je partage quand même pas mal dessus, sur toute la vie d'ici en tout cas. Donc en fait le Ford on l'a pris et tout simplement on a fait 30 km avec, et en fait on est arrivé dans une putain de montée de malade, donc forcément ça tire sur tout ce qui est transmission, ça fait chauffer plus le véhicule, etc. Parce qu'il y a plus de charge dessus. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que d'un coup il y a Tiffany, ma femme, qui était avec moi en passager, et elle voit dans le rétro, elle voit un gros nuage de fumée derrière le Ford, et là elle me dit ouais c'est normal qu'il y ait un nuage de malade là derrière. Et je regarde dans le rétro, je dis effectivement non, c'est pas normal. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Nous on allait mettre du carburant en plus ce jour-là. On s'est arrêté, en fait on a continué de rouler quand même, hein. De toute façon, mort pour mort, hein, j'ai envie de te dire, voilà, faut bien qu'on s'arrête quelque part. Donc on allait mettre le plein dans le Ford, et là en me mettant dessous, on voit la transmission qui est tout simplement en train de se vidanger par terre en fait. Mais clairement, hein, c'était à robinet ouvert en fait. Donc là je me suis dit il y a un problème, et ça nous est arrivé à 800 mètres de l'endroit où on logeait à ce moment-là. Donc on est rentré en fait en roulant au pas avec le Ford, on l'a garé et on a tout simplement appelé le garage à qui on l'a acheté. On leur a dit en fait c'est quoi le délire là, on vient d'acheter le truc, on a fait exactement 34 km avec le véhicule. Et on a la boîte qui se vidange par terre en fait à un moment donné. Donc du coup le garage nous a repris le véhicule et nous a fait les frais en fait, alors les réparations à leurs frais. Donc en fait c'était le joint de pompe qui se trouvait dans la boîte de transmission en fait, et enfin dans la boîte auto. Ils ont changé ça, donc plus de fuite. On l'a récupéré, il n'y avait plus de fuite, très bien, on n'a rien déboursé, donc bon, jusqu'ici tout va bien. Et en fait il s'est avéré que le lendemain quoi, on reprend le Ford et là la boîte elle fait n'importe quoi. Dès qu'elle est chaude en fait, elle se met à yoyoter dans tous les sens, comme si elle voulait passer un rapport en fait. Et la boîte ne passait du coup pas le rapport, et en fait quand on s'arrêtait, ça faisait tout trembler, tout claquer là-dedans. C'était pas moteur parce que le régime moteur était stabilisé, donc ça venait bien de la transmission, hein. Donc là je me suis dit bon allez c'est bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même de toute façon, je vais m'en occuper. Là j'ai un taf qui me permet entre guillemets si besoin de l'immobiliser, et aussi pour continuer dans la continuité des emmerdes avec ce véhicule, avec ce fameux V8 américain. Donc en fait je me suis mis à avoir aussi des espèces de frottements moteurs, enfin des bruits de frottement, de rattling comme on dit ici. Et en fait je me suis renseigné un peu sur comment était conçu ce moteur là, tout ça, et un peu ce qui n'allait pas sur ce moteur là, et mon dieu que j'aurais dû peut-être me renseigner un peu plus avant de l'acheter. J'adore le modèle en fait, j'adore cette année là, la forme qu'il a, je le trouve vraiment stylé. Et en fait je suis un peu parti dans ça sans trop me préoccuper. Je me suis dit ouais c'est bon, c'est un V8, tout ce qu'il y a de plus basique, il fait que 300 chevaux, c'est pas un truc de ouf. C'est pas un moteur qui est downsize ou quoi que ce soit, ça va être fiable. Eh ben non. Le problème de ce moteur en fait qu'il y a, c'est que vous avez donc une distribution par chaîne et vous avez des tendeurs de chaîne avec des guides. Le problème c'est avec les kilométrages tels que celui-là, il a 250 000 km, c'est rien pour un V8. 250 000 km, une voiture qui a 250 000 km, ici vous regardez les annonces, il vous marque
faible kilométrage, parce que ici c'est vraiment rien d'avoir 250 000. Je vois des Honda Civic avec 800 000 km à vendre des fois, c'est n'importe quoi. Et donc voilà, ici les voitures ne roulent pas de la même façon que ce qu'elles pouvaient rouler en France. Donc du coup en fait ce qui se passe c'est que ce moteur il a une particularité, c'est qu'il a 3 valves, enfin 3 soupapes par cylindre, donc c'est un V8 24 soupapes. Donc du coup il y a un système un peu spécial dessus aussi, il y a ce qu'on appelle le VCT. Donc c'est un système de... Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas ingénieur, mais c'est un système de distribution à calage variable en fait si vous préférez. Vous avez les cam phasers, en fait c'est les poulies d'arbre à cam qui sont variables selon le régime, selon plein de choses, la pression hydraulique, tout ça. Et ça permet en fait d'avoir plus de couple à bas régime ou à haut régime ou ceci, etc. Et le problème en fait de ce moteur là, c'est que les cam phasers dessus sont réputés pour lâcher. Moi j'ai pas le problème dessus, j'ai de la chance. Je pense que j'ai eu les cam phasers avec l'upgrade parce que c'est un modèle 2008. Et sur les dernières générations, donc celui-là vu que c'est un 2008, c'est le dernier de sa génération. Ça a apparemment été corrigé avec des cam phasers améliorés. Moi, ils font pas de bruit. Quand ils sont morts, ils font un bruit typique. Vous avez l'impression de rouler avec un Duramax diesel avec un injecteur mort. Donc ça fait un bruit de coup de marteau qui est très prononcé. J'ai absolument pas ça. Par contre, j'ai ce bruit de frottement et en fait, il s'avère que c'est un problème de pression hydraulique dû au tendeur de chaîne de distribution. Parce qu'en fait, les tendeurs sont en plastique. L'intelligence de mettre des plastiques dans l'huile, j'adore. Et en fait ces tendeurs, vous avez les joints qui sont en dessous, ça finit par travailler avec la chaleur, et puis l'âge aussi, le plastique finit certainement par s'altérer à force de baigner dans l'huile qui chauffe, qui refroidit, 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 qui chauffe, qui refroidit. Et ça finit par perdre de la pression d'huile. Et ce qui s'avère aussi, c'est que ce moteur a une pompe à huile de merde. En fait, la pompe à huile, c'est une catastrophe sur ce moteur. Et on va pas se le cacher, la pompe à huile, c'est le cœur du moteur. C'est comme dans un être humain, en fait, ton cœur, il bat pas suffisamment, t'as pas le sang qui va partout où il doit aller, tu fais un AVC, t'es mort, ou tu finis complètement débile. Et ben là, en fait, il se passe la même chose. Et ce qui se passe, c'est que quand il est froid, il n'y a pas de problème. Il roule très bien, pas de bruit particulier. Et dès qu'il commence à prendre un tout petit peu de température, forcément l'huile est moins épaisse. La pression n'est plus la même dans le moteur, en tout cas elle ne se gère plus de la même façon. Et du coup en fait la pression hydraulique finit par arriver à s'échapper par les tendeurs qui ont certainement les joints, j'en foutrais ma main coupée de toute façon que c'est ça. Qu'ont les joints qui perdent, et tout simplement en fait il y a la chaîne de distribution qui finit par bailler, et à force de bailler et de taper, de ne pas avoir la tension qu'elle est censée avoir, elle finit par taper dans les guides, etc. Selon les régimes et compagnie, et en fait elle finit par vous péter les guides. Donc vous vous retrouvez avec une chaîne qui baille, qui n'a même plus de guide pour être tendue. Et c'est une cascade d'emmerde. Vous avez le guide qui casse, tout ça, ça peut éventuellement, bon, dans la plupart du temps, à 90% du temps, le guide il tombe dans le carter, il reste là. Il bouge pas, il tombe là-dedans et puis on n'entend plus parler. Dans le pire des cas, il va dans le haut moteur, il va partout là où il a envie d'aller. En fait, il passe dans le circuit d'huile et ça vous bousille le moteur, en fait, tout simplement. Et on se retrouve aussi avec des cas, un autre cas en fait dû à ce problème de pression d'huile qui n'est pas la bonne. L'huile ne va pas suffisamment dans les culasses en haut, et en fait vous avez un système de culbuteur sur roulement en fait dans ce moteur, ce qu'on appelle les roller followers. Et en fait ils sont pas correctement lubrifiés, et du coup ils finissent par s'user, ils prennent du jeu, vous avez le roulement qui se met à bailler et qui vous bouffe l'arbre à cam, etc., etc. Et en fait c'est une cascade d'emmerde à cause d'un problème de base. Ou plutôt deux. C'est d'abord le tout premier problème de base, c'est les tendeurs hydrauliques de chaîne. Donc ils se mettent à fuir, vous dépressuriser. Et c'est la pompe à huile en fait qui a en soi pas un volume suffisamment conséquent pour alimenter tout le moteur en huile en fait. Concrètement, c'est les deux causes principales. Et c'est ce qui enchaîne la cascade d'emmerde qui fait que ce putain de moteur là, il est détesté par toute la communauté des voitures américaines. Trouvé vraiment à pas cher. Hein. Pourquoi ? C'est parce que les trois quarts ils ont les moteurs pétés à cause de ces problèmes là. Ou parce qu'ils ont des bruits, ou parce que ou ils ont les cam phasers. Le cam phaser, je dirais que quand vous avez ce problème-là, c'est pas trop dérangeant, parce qu'en fait ça fait du bruit, ça peut impressionner, mais ça va pas vous causer de dégâts au niveau de moteur. En fait, vous avez juste le système de distribution variable qui merde, donc vous avez moins de puissance, ça fait un bruit de tapement, ça se dit tapement, je suis pas sûr. Vous avez un bruit qui cogne qui est assez bizarre, et du coup ça peut faire un peu flipper, mais en soi c'est le meilleur des trucs qui puisse arriver d'avoir les cam phasers comparé à tout ce que moi je me tape en fait dessus. Donc du coup ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté tout un stock de pièces. Donc dessus je vais changer les 24 roller followers par prévention. J'ai acheté une pompe mailing
au volume pour la pompe à huile. Donc c'est une pompe renforcée qui a un débit beaucoup plus élevé en fait en huile, donc pour suralimenter le moteur en huile. Les rollers follower que j'ai achetés, je les ai achetés avec une nouvelle conception. Donc le trou de lubrification qui est dedans est dirigé sur les cames et sur le roulement et non pas juste sur le dessus comme il était à la base d'origine. Donc ça améliore la lubrification, on aura un meilleur volume d'huile en fait dans le moteur avec la pompe, donc ça va corriger tous ces problèmes. Et c'est vraiment le seul moyen de fiabiliser totalement et de ne plus t'emmerder avec ce moteur. J'ai aussi bien entendu acheté une chaîne de distribution neuve parce que celle-là, je m'attends à ce qu'elle est frottée dans le carter, donc qu'elle soit bouffée. J'ai acheté des guides neufs et surtout, j'ai acheté des tendeurs de chaîne de chez Mailing. Pareil, des tendeurs de chaîne, ce coup-ci, je les ai pris en fonte. Donc c'est des tendeurs qui fonctionnent avec un plan usiné en applique direct sur le moteur et vous n'avez pas de joint en fait. Ça se fait juste par rapport à l'usinage, le jointage. C'est le meilleur truc, comme ça vous n'avez pas de problème de plastique qui se dilate ou qui va perdre ou de joint qui va s'échapper ou quoi que ce soit. C'est fini, vous n'êtes plus emmerdé en faisant ça, ça coûte un petit peu. Si je fais le calcul là au niveau de toutes les pièces, en comptant aussi, je vais y venir, la transmission, j'en suis à peu près à 2500 $ de pièces. Que la transmission c'est pareil, j'ai acheté un rebuild kit complet de chez Pioneer, je sais pas comment ça se prononce. Donc j'ai acheté ça pour refaire la boîte. J'ai jamais fait de boîte automatique, ça va être une première pour moi, donc ça je trouve que je vais complètement me planter. Mais j'ai envie d'essayer en fait, il faut que j'apprenne à faire ça de toute façon. Et donc j'ai acheté ça, j'ai acheté aussi, tant que la boîte est par terre, un convertisseur de couple, comme ça au moins tant que c'est démonté, je le change, je suis pas emmerdé, je sais que je vais pas avoir d'emmerde, parce que le but en fait de ce Ford, c'est de faire des road trips avec. Donc là, je rentrerai plus tard dans les détails sur cette partie-là, dans les autres vidéos qui vont suivre, parce que je vais faire une petite série de vidéos comme j'ai fait un peu souvent. Alors ça c'est pareil. Ça, je sais pas d'où je l'ai sorti celle-là. Donc comme je fais d'habitude en fait sur la chaîne, en espérant que ça vous plaise, hein, parce que vous n'avez pas forcément ce genre de véhicule, je sais, pour ceux qui me suivent déjà en France, mais je pense que ça va être cool, hein. Le but ça va être d'y faire une grosse cellule, enfin bref. J'entrerai dans les détails plus tard. Donc là déjà, je vais commencer tout ce qui est partie mécanique, je vais vous montrer un peu du coup toutes les pièces que j'ai achetées pour refaire tout ça. Et je l'espère après être vraiment tranquille parce que j'ai besoin de rouler avec ce véhicule. Je m'en sers hein, actuellement, malgré tous les problèmes qu'il a. Je roule 3 bornes pour aller à mon taf, donc c'est pas trop un problème. Je roule à froid, en fait, je pars à froid le matin, je roule tranquille jusqu'à mon taf, je suis pas pressé. Donc du coup, il s'abîme pas en fait. Le matin, la pression d'huile est bonne, donc c'est bon. Ça fait un peu plus d'un mois que je fais ça. Et c'est bon, on est safe. Donc je vais vous montrer un peu le compartiment moteur de ce gros tas de ce Ford F-150. Donc voilà ce que ça donne. Donc à première vue comme ça, au coup d'œil, le moteur, ça paraît propre, hein, c'est sûr. Hein. Il a l'air d'être en bon état. Hein. Mais c'est pas du tout le cas en fait sur tout ce qui est interne. Donc ne vous fiez jamais à ça quand vous achetez une voiture, et ça c'est valable n'importe où sur terre en fait. Il faut vraiment regarder plus loin que ça, et surtout ne faites pas la connerie que j'ai fait. Renseignez-vous sur le moteur s'il est fiable ou pas, ou alors vous achetez en connaissance de cause. Pour le coup, moi je l'aurais acheté certainement quand même, pas forcément au prix que je l'ai acheté, je l'aurais certainement plus négocié pour compenser un peu avec le prix des pièces que j'ai achetées, parce qu'on va pas se mentir, je me suis fait un peu douiller en fait au niveau de l'achat de ce Ford. J'aurais dû, dans l'état, l'acheter moins cher. Voilà, c'est fait, on va pas revenir là-dessus, de toute façon. On n'a pas la science infuse, on n'est pas des ingénieurs, ou alors celui qui est ingénieur, bah, tant mieux pour lui, il se fait jamais avoir, et puis c'est très bien. Mais là, pour le coup, si vous achetez ça, achetez en connaissance de cause, que si vous avez la partie distribution à faire, enfin toutes les choses que je vous ai énumérées juste avant, prévoyez un budget d'à peu près 2000-2500 $ au niveau des pièces. Je parle en dollars canadiens, hein, donc pour ceux qui se posent la question, donc $1 canadien, enfin 1 euro par exemple, pour vous donner une idée, représente à peu près $1,45 canadien. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est de sortir le moteur. J'aurais très bien pu faire les frais dedans, mais comme je compte équiper le Ford, faire pas mal de choses, il va y avoir un revêtement liner dessus, forcément, vous me connaissez maintenant un peu comment je fonctionne, surtout que là c'est carrément approprié. D'ailleurs j'ai acheté un pack de jantes aussi qui est vraiment stylé, j'ai hâte de vous montrer ça pour monter avec des gros pneus en 35 pouces, enfin bref. Donc là je vais d'abord commencer par retirer le moteur de dedans, parce qu'en fait je veux nettoyer les pièces moteur, je veux vraiment faire ça bien, je vais y faire une très grosse révision, lui refaire vraiment un compartiment moteur nickel, pour repartir sur des bonnes bases. Comme ça après je vais pouvoir sortir la boîte, me refaire la boîte tranquillement là-bas sur l'établi. Je vais étaler les pièces sur un drap blanc pour ne pas faire de conneries, bien travailler au propre. Et puis je vais vous montrer tout ça et vous expliquer un peu comment je vais procéder, tout ça.
Donc là, je vais vous faire quelques images. Bon, je vais pas vous filmer forcément tout parce que c'est chiant de voir quelqu'un démonter en timelapse pendant 20 minutes comme on voit trop. Je vais vous montrer plus ou moins les bases du truc, vous faire quelques images et puis je vous reprends quand le moteur en fait sera sorti de ce tracteur, parce que c'est vraiment un tracteur dans l'état actuel des choses. Et puis après on va faire le tour de tout ça et on va surtout constater les dégâts. S'il y en a, parce que ça se trouve, on va l'ouvrir et puis je vais avoir la surprise de ne pas avoir tant de dégâts que ça. Ce serait une très bonne chose. Et donc, du coup, constater un peu dans quel état se trouve tout ça à l'intérieur. Allez, c'est parti, go! Bon, me voilà rendu, le moteur est sorti du Ford. Ça n'a pas été une mince affaire. Je vous ai pas montré spécialement en fait tout. J'ai vraiment filmé vite fait le moment où je sortais le moteur et tout, donc en vidéo ça paraît très très court. Mais j'ai vraiment galéré à tout démonter pour le sortir. La conception de ce truc, c'est à se foutre une balle dans la tête. C'est de la conception américaine pure et dure, donc c'est-à-dire que c'est ni fait ni à foutre. Clairement, faut dire les choses. En tout cas, pas les modernes comme celle-ci, parce que pour moi, ça c'est de la voiture moderne. Peut-être que les anciennes américaines, j'ai pas trop bossé sur des anciennes, donc je vais pas me permettre de juger là-dessus. Mais je pense peut-être que les anciennes sont déjà beaucoup plus simples parce qu'il y a moins de choses, il y a moins d'équipements électriques. Parce qu'en fait, c'est toutes ces petites conneries qui sont emmerdantes à démonter. C'est pas spécialement sortir les boulons de la boîte, sortir le moteur, tout ça. C'est vraiment tout ce qui est périphérique. C'est un bordel monstre à virer. Je vais vous faire un petit peu de visu sur ce que je me suis fait chier à enlever. Donc voilà, moteur encore sur la grue d'ailleurs, parce que j'ai pas de support moteur de toute façon pour le mettre dessus, donc il va rester là et être posé sur une palette. Et la boîte de vitesse, c'est pareil, bon ça je vous ai pas filmé le démontage de la boîte, qui a été galère aussi parce que je n'ai pas de cric de transmission, c'est une espèce de griffe en fait qui se met dessous avec des points de fixation, ça permet de beaucoup mieux équilibrer. Là j'ai démonté ça vraiment à l'arrache en fait, hein. J'ai mis mon cric dessous, j'ai mis une sangle pour faire contrepoids et tout en tirant dessous, enfin c'était vraiment laborieux. Je pense que vous auriez été là, vous aurez bien rigolé. Bref, donc retour à nos moutons. Concernant le moteur, donc ce qui a été galère à démonter, d'abord c'est
l'admission qui se trouve juste là. Parce qu'en fait, ça paraît pas comme ça, mais toute cette partie-là, donc qui se trouve tout à l'arrière du moteur, là-bas, se retrouve, je vais vous montrer, ce sera plus explicite, se retrouve vraiment collé sur la partie du tablier, là où il y a le firewall ici, là. Et c'est simple, il n'y a aucun accès, hein, de toute façon. Vous pouvez pas y mettre les mains, vous pouvez pas y passer une clé. C'est vraiment plaqué. Alors que devant, vous avez, même avec le ventilo, tout ça, vous avez une marge super importante au niveau du radiateur. Et je ne comprends pas pourquoi, à la conception, ils n'ont pas avancé le moteur, ne serait-ce que de 5-6 cm. Ça suffisait. Il y a largement la place pour l'avancer, malgré qu'on ait une boîte de transfert, enfin un différentiel avant ici. Boîte de transfert, n'importe quoi. Malgré qu'on ait le pont ici, on a quand même beaucoup de place pour décaler le moteur par là. Donc je comprends pas, j'arrive pas à capter leur délire là d'aller nous coller le bloc moteur au fond. C'est pas un putain de Renault Trafic à un moment donné, faut arrêter, il y a de la place. Donc voilà, donc sur cette partie-là, c'était vraiment laborieux. Mais bon, le plus gros est fait, tout est sorti. Là, j'ai le torque converteur qui est en train de dégoûter. Donc ça, j'en ai acheté un neuf, dans le doute, parce que tant que j'étais en train de tout démonter, je voulais pas y revenir, surtout la boîte, c'est vraiment la merde à sortir. Et ici, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait une espèce de rebord ici au niveau du torque converteur, donc je pense qu'il est dead. À mon avis, il est usé, il a fait son temps. Donc ça, je vais le remplacer, de toute façon, j'en ai un autre. Au niveau des surprises que j'ai eues au démontage, parce que de toute façon, il y en a toujours, j'ai vu que une des durites de DA fuyait, donc ça c'est pareil, j'ai dû recommander les pièces, donc je ne vais pas les avoir tout de suite. Ça m'emmerde un peu parce que j'ai besoin de faire rapidement le Ford, et au final je vais devoir l'immobiliser plus longtemps que prévu. C'est comme ça fait partie du jeu. Et j'ai aussi des doutes au niveau de la pompe de direction assistée en fait. J'ai des jeux en fait dans la poulie, et quand on la tourne, on sent pas qu'elle gratte, mais presque en fait. On sent qu'elle est pas spécialement libre. Donc dans le doute, c'est pareil. J'en ai recommandé une neuve. Au moins, j'ai pas à y revenir. Concernant les autres surprises que j'ai eues, donc ça, c'est un problème connu. Les collecteurs d'échappement, en fait. Donc bon, ils sont rouillés comme n'importe quel collecteur d'échappement de n'importe quelle voiture. Hein. Le moteur a, je rappelle, 250 000 km. Donc forcément, il y a eu de la corrosion. J'ai envie de dire, ça aurait pu être pire, et je vais pas m'amuser à changer les collecteurs. Ils ont pas l'air d'être fissurés ou quoi que ce soit. Je verrai quand je les aurai démontés. C'est là que je vais y revenir après, parce que vous allez voir le bordel que ça va être. Je prévois pas de les changer. Je vais juste les sabler, les rectifier un peu par-ci par-là à la disqueuse et au disque à lamelle, histoire de lisser. Et encore, quoi que ça sert à rien du tout. Mais je vais remonter cela, hein, parce que c'est entre 120 et 150 $, le collecteur. Il y en a deux. Donc je vous laisse calculer, hein, c'est rapide. Donc on va éviter de changer ça si possible. Là où je vais galérer, c'est que sur ce moteur-là, c'est bien connu, les goujons cassent dans la culasse. Donc je sais pas si quelqu'un a essayé de démonter les goujons, mais j'en ai un ici de cassé, un ici, un ici, un ici. Donc ça veut dire que là, le collecteur, il tient sur 4 vis au lieu de 8. Il n'y a pas de marque de fuite au niveau du joint ou quoi que ce soit. Donc c'est assez étonnant d'ailleurs, ça veut dire que certainement le collecteur n'a pas trop travaillé et le plan de joint est bien rectiligne. Et de l'autre côté, on va regarder ça. De l'autre côté, c'est pareil, j'en ai un de cassé ici. Hop, celui-là est présent, celui-là est présent. Voilà, il n'y en a qu'un seul de cassé ici. Mais je pense que ce sont les collecteurs qui ont dû légèrement travailler. Les goujons, ils ont dû tellement s'oxyder qu'à force de travailler le chaud, le froid, le chaud, le chaud, c'est la misère à sortir. Un goujon, quand il est pété dedans, et en plus ils ont pété à ras, ça va vouloir dire perçage, extracteur, et si ça va pas, ça va être le gros bordel. Donc je m'attends au pire avec ça. J'ai commandé des nouveaux boulons, enfin des nouveaux goujons, et je verrai ça. Donc là, ce qui va se passer, c'est que j'en suis au même stade que vous qui regardez en ce moment la vidéo. Je vais démonter les couvre-culasses, démonter le carter de distribution qui est devant. Il faut que j'arrive à enlever ça. Donc j'ai acheté une griffe spéciale. Enfin spéciale non, j'ai acheté une griffe de plombier en fait pour virer l'embrayage de ventilateur mécanique. Parce que ça c'est pareil. Je comprends pas que en 2008, parce que c'est l'année de ce moteur, hein, je comprends pas qu'en 2008 on a encore des systèmes de ventilateurs mécaniques aussi pourris que ça. C'est n'importe quoi, je trouve ça aberrant. On a des moteurs avec des ventilateurs avec des moteurs ultra robustes qui sont gérés à part, qui sont pas reliés au moteur. Ça évite tout un tas de problèmes considérables. Donc je comprends pas. Encore une fois,
cette conception, ça me dépasse, mais totalement. Donc là, c'est pareil, je vais changer tout ce qui est poulie. Donc là, on a les galets enrouleurs, tout ça, le galet tendeur qui est ici, tout ça, ça change. Donc là, je vais démonter ça. Et j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises parce que j'aimerais bien éviter de racheter un moteur en fait, parce que un bloc comme ça, remonté à neuf, donc sans les périphériques, le bloc, c'est-à-dire vous le recevez entre guillemets prêt à installer, mais vous avez quand même, je crois, tout ce qui va être embrayage, ventilateur, tout ça remonté, vous avez votre admission, tout ça, c'est entre 6 et 7 000 $ pour vous la donner à la grosse. Donc voilà, j'aime autant te dire que c'est plus ou moins le prix que j'ai acheté le pick-up. Donc si tu veux, j'aimerais moyennement changer le moteur en fait. Voilà. Bon, donc début du démontage, donc j'ai juste démonté les couvre-culbuteurs, couvre-culasse comme vous voulez. Déjà pour avoir un premier aperçu en fait, parce que cette partie-là du moteur, en tout cas sur ce moteur précisément, en dit beaucoup sur l'entretien qu'il a eu. Donc je suis super surpris parce que je m'attendais pas du tout à trouver un haut moteur dans cet état-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce moteur il est réputé en fait quand il y a une mauvaise maintenance dessus, dû à tous les problèmes que je vous ai expliqués en fait au niveau de la pompe, des tendeurs de chaîne en fait qui sont là-dedans et qui perdent de la pression, et la pompe d'huile, la pompe à huile de merde d'origine. L'huile a tendance à pas forcément correctement circuler dans le haut moteur. Elle va circuler mais pas en pression suffisante et pas en volume suffisant. Et du coup on se retrouve avec ce qu'on appelle du varnish en fait sur toute cette partie-là du moteur. Et là on voit clairement qu'il n'y a aucune huile colmatée, c'est pas noir, il n'y a pas de zone brûlée ou quoi que ce soit. Et c'est même vraiment étonnant parce que le moteur a quand même beaucoup de bornes, il a quand même 250 000 km, mine de rien, ce serait même normal d'avoir un peu de zone d'huile brûlée, et là on n'a rien du tout. C'est à se demander s'il n'y a pas eu une intervention sur ce moteur, ou j'en sais rien. Ce côté-là, pareil, en très 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 bon état. Donc vous voyez, on n'a pas de dépôt d'huile colmaté ou quoi que ce soit, donc il y a eu quand même une bonne circulation d'huile dans ce moteur. Et ce que je vous expliquais en fait au niveau des pièces qui sont maladives sur ce moteur, c'est la pièce qui se trouve juste ici sous la cam. Vous voyez, vous avez en fait ce qu'on appelle les roller followers. Vous m'excusez pour la surexpo. Voilà, ici on voit mieux. Donc c'est ce qu'on appelle les roller followers. Donc en fait vous avez la cam qui est ici, qui en tournant appuie sur le roulement que vous voyez juste au bout de mon doigt ici, et ensuite par cette action là elle est montée sur une sorte de pivot lubrifié en fait, tout simplement, qui lui-même, vous voyez, il y a un petit trou à son extrémité là qui balance de l'huile en fait sur la cam pour lubrifier l'ensemble et pour permettre que ça s'use pas. Et le problème c'est qu'en fait vous avez donc ici le roller follower en fait qui appuie sur la soupape pour la lever en fait à chaque fois que ça passe dessus. C'est un culbuteur, c'est un système de culbuteur mais sur roulement. Donc c'est pas un mauvais système en soi. Le problème c'est que c'est cette putain d'histoire, comme je disais, de pompe à huile. Vraiment ce moteur il est détesté à cause de cette putain de pompe à huile et de ces tendeurs de chaîne, parce que c'est eux qui font toute la cascade d'emmerde. Ensuite, on a des problèmes de cam phaser qui apparaissent souvent. Bon, là, c'est les nouvelles versions de cam phaser, les derniers, donc il y a quasiment plus de problème. Ceux-ci sont d'origine. J'ai remarqué qu'il y avait marqué Fomoco. Donc, ce sont des cam phaser forts. Donc, pour ma part, ils faisaient pas de bruit, il n'y avait pas de problème de jeu ou quoi que ce soit dedans. Donc, je ne les change pas parce que c'est 700 balles les deux. Donc, je vais pas m'amuser à les changer pour le plaisir alors qu'ils fonctionnent très bien. Et il y a un truc que j'ai remarqué juste à l'instant en démontant. C'est que normalement, en fait, les roller followers qui se trouvent ici, on le trouve centré.
Et ici, je sais pas si c'est notable en vidéo là, mais on voit que le trou est bien dirigé vers la cam, contrairement à ceux qui sont censés être d'origine. Et je suis presque persuadé que ce moteur, il y a eu une intervention dessus, parce que ça, clairement, ils ont été changés, c'est pas d'origine. Ceux d'origine n'ont pas ce décalage, seuls les mailings ont ce trou décalé, donc j'ai peut-être potentiellement acheté des rollers follower pour rien, hein, parce qu'ils ont déjà été changés, hein, de toute façon c'est certain, mais dans le doute, au moins voilà, ce sera fait. Donc du coup là je vais continuer l'investigation là-dessus là, et démonter tout ce qui est poulie, tout ça, et démonter les carters de distrib. Mais à première vue, les tendeurs de chaîne ont l'air d'être bien présents là-dedans, hein, on les voit ici. Et souvent c'est ce qui se passe, c'est qu'ils sont cassés, et c'est pas forcément de ce côté-là, c'est plus souvent du côté conducteur qui casse. Donc on va voir ce que ça donne, mais là en tout cas ils sont bien présents, et ça a quand même l'air vachement en bon état quoi. C'est vraiment étrange. Bon, je fais une petite pause dans ce que je suis en train de démonter pour vous expliquer un peu pourquoi du comment. Donc vous remarquerez que j'ai passé un coup de décapage sur le moteur et je lui ai mis de la peinture émaillée en fait température. C'est juste psychologiquement pour pas remettre un moteur pourri de rouille dedans. Ça ne sert absolument à rien. De toute façon, dans 50 000 km, il sera exactement rouillé de la même manière. C'est vraiment de la branlette psychologique. Donc là, j'ai démonté les arbres à cam. Donc pourquoi ? Bah tout simplement parce que j'avais ces pièces que je vous ai expliqué, les rollers follower. J'ai acheté les 24/9. Donc j'ai contrôlé ceux-là en fait, tout simplement pour les contrôler. En fait, vous les prenez comme ça. Bon, j'ai pas les deux mains parce que je tiens la caméra, mais vous regardez en fait le jeu dans le roulement tout simplement. Et ils sont quand même en bon état. Il y a juste vers le fond, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est celui-ci et celui-ci et celui-ci. De toute façon, c'est toujours vers le fond des culasses parce que lui, il a toujours du mal à aller de ce côté-là avec la pompe de merde d'origine. Donc du coup, ceux-là ont un léger jeu. Mais alors, c'est vraiment histoire de chipoter. On sent en fait un jeu quand on essaie d'agiter le roulement. On sent qu'il y a quelque chose. C'est vraiment infime. Et je suis certain qu'ils auraient pu faire encore au moins 100 000 km. Mais je les ai en neuf, je vais les rechanger, comme ça moi je serai tranquille. Je passe de l'autre côté, donc là pareil, les trois du fond, très très léger jeu. Exactement les mêmes symptômes hein, de toute façon de chaque côté. Et ensuite je voulais aussi démonter les arbres à cam, c'était pour vérifier les portées en fait ici. Parce que avec le problème de lubrification, on se retrouve des fois avec tout simplement un manque de lube au niveau des portées. Et je voulais les vérifier, et comme vous pouvez voir, sur la culasse, c'est en excellent état. Il n'y a aucune marque anormale. Il n'y a que les traces d'usinage normales en fait. Hein. Donc il n'y a aucun souci. Là, on a un léger mat parce que tout simplement, il y a des rainures en fait dans la cam. Donc les zones où la cam appuie, vous voyez, c'est brillant. Ça a été poli par la lubrification, tout ça. Ensuite, au niveau des paliers, au fond, donc voilà ce que ça donne. Hop, mise au point. Donc en vidéo, on croirait qu'ils sont rayés vraiment hard, mais en fait quand on passe le doigt ou quoi que ce soit, il n'y a absolument aucune aspérité. C'est vraiment juste des traces de polissage en fait différentes sur les chapeaux de cam, donc c'est vraiment une bonne nouvelle aussi, parce que j'ai souvent remarqué que j'ai regardé de toute façon déjà des démontages de ce bloc moteur qui avait toute la cascade d'emmerde là.
Et souvent les chapeaux d'arbre à cam là comme ça, ils sont vraiment relativement rayés. Et même dans le cas où ils sont très rayés, les gars les remontent comme ça. Et apparemment ça pose pas trop de problème une fois qu'on remplace la pompe, tout ça. Donc bon, moi dans mon cas ce n'est que mieux. Il n'y a rien de rayé, il n'y a aucune marque même sur les arbres à cam. C'est une excellente nouvelle. Et du coup ouais, tous ces rouleurs followers, bah je vais les changer. Et puis on va repartir sur tout un ensemble propre. Donc voilà. Autre petit détail que j'ai oublié, enfin plutôt que sur lequel j'ai merdé, ne vous faites pas avoir si vous bossez sur ce moteur. Vous m'avez vu remonter du coup tous mes culbuteurs, enfin mes rollers followers ici là. Ne le faites pas quand vous faites la chaîne de distribution. Ou alors prenez bien garde, ne faites pas l'erreur que j'ai faite. J'ai démonté ma chaîne tout ça sans cloquer en fait mon vilebrequin. Donc là en fait ce que vous voyez c'est que j'ai un outil en fait pour l'aligner parfaitement. Donc voilà, c'est cet outil là, vous trouvez ça sur Amazon, ça vaut vraiment rien du tout. Il faut pas se faire chier. Et en fait quand vous mettez votre pignon dessus, hop, à une main c'est pas évident, hop. Vous voyez sur votre pignon, vous avez donc la clavette qui est ici et vous avez un dot, enfin un point qui se trouve là. Et en fait ce point là doit être aligné à 6 heures. Donc il doit être en bas, et là l'avantage c'est qu'avec cet outil c'est forcément bien aligné, puisqu'il est parfaitement prévu pour ça. Donc ça, faites-le avant de démonter les chaînes. Ça veut dire que ça vous mettra déjà votre ancienne chaîne, je veux dire, ça vous mettra vos arbres à cam en position. Moi j'ai fait cette connerie là, c'est une connerie vraiment de débutant, hein. N'importe qui ne l'aurait pas fait. Évidemment je la fais. Donc là du coup je vais devoir y aller à tâtons en fait au niveau des arbres à cam pour arriver à recaler tout ça. Donc c'est un peu la galère. Mais bon au moins je ferai pas la même connerie deux fois. Enfin de toute façon j'espère ne pas refaire tout ça deux fois. Donc du coup pour vous expliquer vite fait en ce qui concerne le calage de la distrib, vous avez donc vos cam phasers et vous verrez que vous avez des repères ici. Alors ce sont les deux mêmes. Il n'y a pas quand vous les achetez de droite, de gauche ou quoi que ce soit. Ce sont les deux mêmes, mais en fait ils ont chacun deux repères. Ici vous avez un R avec une flèche. Ici un L avec une flèche. R pour right, L pour left. Et ici idem. Donc forcément c'est le même. Mais en fait, selon le côté que vous calez, en fait, il faut prendre en considération la lettre. Par exemple, sur le côté conducteur, donc ici, ce sera L. Et sur le côté passager, ce sera R. Je ne sais pas si je suis bien clair jusqu'ici. Ensuite, vous avez votre distribution. Je vais me mettre à plat pour que vous puissiez voir. Et vous remarquerez en fait que sur la chaîne, je ne sais pas si ça se voit trop en vidéo, si je pense ici, vous avez deux maillons qui ont des couleurs différentes. Donc là, vous en avez deux qui sont noirs.
Et vous en aurez un peu plus loin, tout seul, qui sera noir. Tout simplement, vous prenez les deux, qui sont noirs justement. Et en fait, vous allez par exemple sur le côté conducteur, les aligner avec le repère L. Donc ça viendra comme ceci. Bon là c'est à l'envers, c'est juste pour vous montrer. Donc ça viendra comme ceci. Et ensuite le maillon noir qui est tout seul, vous viendrez l'aligner sur le dot qui se trouve là, enfin sur le point qui est juste ici sur le pignon. Une fois que ça ce sera fait côté conducteur, toujours en premier, il faudra faire la même chose du coup côté passager. Ce coup-ci en alignant sur le R et non pas le L. Et pareil, le maillon tout seul, vous l'alignerez avec la chaîne de gauche sur le petit point en fait qui est sur le pignon. Ensuite, vous pouvez installer vos tendeurs de chaîne, etc. et les serrer au couple. Je vais vous mettre une liste des couples de serrage que moi j'ai trouvé, parce que j'ai pas acheté de manuel pour faire ce moteur, parce que les manuels valent plus de 50$. Alors qu'on peut, en faisant un peu de recherche sur internet, trouver les couples, mais je vais vous les mettre directement dans la description de la vidéo. Au moins, vous serez peinard avec ça.
Bon, tant que j'y suis aussi, je vais vous montrer la super galère du moteur. Je sais pas si je vous l'avais expliqué plus tôt, mais j'avais des goujons en fait de collecteur d'échappement de cassés dans la culasse. Voilà, je vous montre, ils sont vraiment cassés dedans. Il n'y a rien qui dépasse, il y a 3 mm de renfoncement en fait dedans. Donc je vais vous montrer un peu comment moi je procède pour les enlever. Alors là, je fais mon malin, mais je suis pas du tout sûr de réussir à les enlever correctement. Mais de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je les enlève. Donc moi, ce que je fais, c'est que je pointe avec un pointeau automatique le centre en fait du goujon, ici. Ensuite, c'est juste pour faire une première marque. Ensuite, avec un pointeau à frapper, je fais un poinçonnage plus gros. Je perce et j'utilise des extracteurs. J'espère vraiment que ça va marcher parce que sinon, ça va au devant des emmerdes. Bon, donc voilà, ces 4 saloperies de goujons sont enfin sorties. Ça s'est super bien passé pour ceux-là, hein, ça a été vraiment les doigts dans le nez. Mais alors celui-là, je me suis un peu plus fait chier. Pourquoi, je sais pas. Il avait tendance en fait à tourner dedans, donc voilà, les coupables. Donc ça déjà, ça s'en va. Et au moins on est tranquille avec ça. J'en ai 2 à extraire de l'autre côté, donc je vais pas vous amuser à filmer tous les extractions de goujons. Mais en gros, pour vous situer, là j'utilise donc ce type d'extracteur là, hein, tout ce qui est plus classique. Vous trouvez ça sur Amazon. Alors faut prendre de la marque, hein, par contre, hein, j'ai pris du Irwin. Ne prenez pas des merdes à 10 balles le set parce que vous allez aggraver le problème. Parce que ça, en fait, si vous achetez des merdes, vous allez les mettre dedans en fait. Vous avez vu que moi j'ai tapé un peu dessus, c'est pour l'engager correctement. Faut pas taper comme un sourd, c'est juste donner un peu d'impact pour que les hélices elles s'accrochent en fait dedans dans le trou que vous avez percé. Et toujours percer un trou du diamètre du bout de l'extracteur qui se trouve juste là au niveau de mon ongle. Ça c'est important, si vous voulez l'engager correctement dedans, c'est ce qu'il faut faire. Et ensuite bah, tout simplement vous le tapotez, il va rentrer doucement dans le trou. Ça sert à rien de percer forcément très profond. Mais comme je disais, n'achetez pas des daubes parce que si vous avez ça qui casse dans le trou que vous avez fait, c'est mort. Là, vous pouvez déculasser, c'est terminé, c'est la fin. Parce que ça, vous n'arriverez jamais à mettre une mèche dedans pour le repercer. C'est foutu. Une fois, c'est comme quand vous cassez un tarot, c'est foutu, c'est terminé, c'est la fin. Là, on est obligé d'intervenir beaucoup plus loin, donc ça va être de défoncer l'alu autour, mettre soit un système d'insert ou recharger à la soudure, etc. Et je pense que vous avez absolument pas envie de vous faire chier avec ça pour économiser 10 balles. Ça, le kit de 5 extracteurs comme ça, j'ai dû payer ça ici $30. Donc franchement, ça vaut pas le coup de s'emmerder. Quand vous en avez des bons, vous les avez plus ou moins à vie. Donc vous en servez pas non plus toutes les 2 minutes. Donc voilà. Donc ça, c'était le petit tips. Donc allez, on continue pour la suite. Je vais extraire ceux-là. De toute façon, ils vont venir correctement. Oh, j'espère, en tout cas. Et moi, j'ai racheté des goujons en acier inoxydable. Alors, il y en a qui vont hurler au risque de corrosion galvanique. Le problème, c'est que vous risquez aussi d'en avoir de toute façon avec des goujons en acier. Ce qu'il faut, c'est quand vous mettez vos goujons, il faut les beurrer de graisse au cuivre. Mais alors, quand je vous dis beurrer, ça en est presque à en faire déborder le trou. Bon, j'exagère parce qu'il faut pas non plus que ce soit comprimé là-dedans, mais il faut vraiment pas hésiter à foutre de la graisse cuivrée sur les filets et de façon généreuse.
Bon, donc voilà, tous les goujons sont changés. Donc j'ai oublié de préciser, mais pensez, une fois que vous avez bien extrait tous vos goujons, que tout est sorti, repassez un coup de tarot du filetage qui correspond. Bon là pour le coup c'était du M8 par 125. Et du coup vous passez un coup de tarot dedans pour bien nettoyer les filets et bien aller jusqu'au fond, avoir les mêmes profondeurs en fait de puits au niveau de vos goujons. Bien insister sur l'anti-grippe, enfin la graisse au cuivre pour mettre vos goujons. Et là, vous avez pu voir, donc du coup, c'est du goujon M8. Moi, je les ai serrés à 10 Nm, tout simplement. Ça paraît peu, mais ça suffit largement. Il vaut mieux que ce soit un pelage. De toute façon, c'est le serrage ensuite, quand vous allez mettre vos écrous avec les collecteurs, qui va vraiment faire l'applique contre la culasse. Ça n'a pas besoin d'être forcément serré très fort. Hein. C'est juste histoire d'être embuté et après, voilà, on est tranquille. Donc 10 Nm, je pense que c'est bien. Donc du coup là, à ce moment-là, j'ai pas encore reçu les joints d'échappement, donc je peux pas remonter les collecteurs qui sont juste là par terre. Donc je les ai sablés, je leur ai passé juste un coup d'émail noir. C'est pareil, hein, ça sert pas à grand chose. C'est encore une fois de plus pour remonter un bloc propre dans le véhicule, mais sinon c'est pas forcément très utile. Il y avait une fissure, donc ces collecteurs-là, ils ont la maladie apparemment de fissurer, et ça a été mon cas. Il y avait une fissure en fait à cet endroit-là, donc je les ai auscultés pour voir ça. Donc j'ai rechargé la fissure avec une baguette fonte. Donc on verra si ça tient. De toute façon, à plus de 100 balles le collecteur, j'ai envie de te dire, j'essaye. Mes goujons sont neufs, donc même au pire, si j'ai besoin de changer un collecteur, et puis parce qu'il n'y a pas le choix, parce que je vois que ça fissure ou quoi que ce soit, je le ferai, mais je vais pas non plus m'amuser à racheter un collecteur alors que ça se trouve ça tiendra très. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, je vais vous montrer un peu pourquoi, quand vous avez des goujons de cassés, surtout à l'endroit où les miens étaient cassés, vous êtes, en gros, vous êtes obligé de sortir le moteur pour les extraire, parce que je vais vous montrer un peu. Là, ici, on est donc dans le passage de roue, par exemple, côté passager. Et en fait, vous avez tout le système d'amortissement et de triangle qui est là, en fait, au niveau du châssis. Et le collecteur se retrouve juste derrière ce système-là. Mais alors vraiment, quand je vous dis juste derrière, il est juste là. Donc vous pouvez passer aucune perceuse, aucun outil ou quoi que ce soit. Et juste, ne serait-ce que changer un collecteur, déjà, c'est chiant. Donc j'espère que ce que j'ai fait va tenir et ne pas avoir à le refaire. Mais déjà rien que ça c'est chiant. Alors percer et extraire un goujon, c'est même pas la peine de rêver, c'est moteur dehors ou rien du tout. Vous allez peut-être éventuellement réussir à passer un outil pour sortir ces deux là, possiblement, parce qu'ils sont plus en retrait, ils sont derrière le système de suspension. Mais sinon là les autres vous pouvez complètement oublier quoi. Bon du coup j'aurais peut-être mieux fait de réfléchir 2 fois avant de parler et de dire que tout se passait bien au niveau de l'extraction des goujons, parce que j'ai fait de l'autre côté. Les 2 fameux goujons qui étaient là, en fait, qui étaient cassés pareil dans la culasse. Et évidemment, ça s'est pas bien passé du tout. Donc en fait, tout simplement, les goujons étaient très durs à percer pour passer les extracteurs. Et les extracteurs n'ont pas voulu prendre dedans. Donc j'ai galéré à les faire prendre. Quand ils ont commencé à prendre, ça n'a pas dévissé le goujon qui était beaucoup trop serré dans la culasse. Du coup, je me suis retrouvé obligé de percer l'entièreté des goujons qui étaient cassés dedans. Et ce qui s'est passé, c'est que vous vous doutez bien, une vis au niveau d'un échappement, c'est très dur à percer. C'est beaucoup plus dur à percer que l'aluminium de la culasse. Donc forcément, ce qui s'est passé, c'est que les perçages ont fini par dévier. Parce que je pouvais pas me mettre, j'ai pas de machine numérique ou quoi pour me mettre sur un plan parfaitement plat, perpendiculaire et la faire venir mordre avec une fraise par exemple. Là, je suis là avec une perceuse Milwaukee et c'est la démerde quoi. Ça a fini tout simplement avec un perçage plus gros et ce qu'on appelle des hélicoils, donc voilà. Donc c'est des espèces de ressorts en fait en inox relativement durs. En fait ça vous remplace le filet, donc là par exemple j'ai passé de M8 à M10, donc coup de bol, il y a du jeu dans les collecteurs pour passer des plus grosses vis, donc ça va aller, donc c'est pas mal comme système. En tout cas là pour le coup ça m'a sauvé la mise parce que je me voyais mal déculasser et tout ça, tout le bordel, enfin vous voyez je vous fais pas de dessin. Continuez dans le listing d'emmerde, vous avez vu dans la vidéo parce que je fais le montage au fur et à mesure. Je vous ai passé un moment où l'image était relativement floue à cause de cette grosse merde de caméra. Donc DJI Osmo Pocket, c'est vraiment de la merde. Ça fait 2 fois que je fais réparer cette daube. Et en fait, il y a toujours des problèmes avec la nacelle, soit qui grippe, et ce genre de choses. Ou alors elle met 50 ans à s'allumer, le focus se fait mal. Enfin bref, et là, la dernière qu'elle m'a faite, là, c'est tout simplement que l'autofocus ne marche plus du tout, donc cette grosse merde.
Donc elle fait plus la mise au point. Donc maintenant là je suis en train actuellement de filmer avec un téléphone portable. Donc vous me direz ce que vous pensez de la qualité. Je pense que ça va pas être fameux. Mais j'ai que ça de toute façon pour filmer en me baladant. Parce que bon, le réflexe, vous vous doutez bien que c'est un peu lourd. J'ai un gros stab Ronin, mais pour vous filmer des détails des fois quand je fais des choses, le réflexe qui pèse avec l'appareil 3 kg dans la main et la perceuse dans l'autre, c'est un peu compliqué. Donc sinon voilà ce que ça donne au niveau du moteur. Donc j'ai remis les poulies neuves du coup en place, serré au couple, tout ça. Donc là concrètement, bon j'ai plus que ces goujons là à extraire, mais là ils dépassent donc il n'y aura pas de souci. J'ai plus concrètement qu'à maintenant le remettre dans le véhicule. J'attends encore les joints pour monter les collecteurs là-bas. Donc ça, ce sera dans la prochaine vidéo, parce que je vais pas. La vidéo est déjà très longue, je crois qu'on va être à plus d'1 heure là. Et du coup, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de ça. De toute façon, je vais lui faire une vidéo dédiée. Comme ça, il y aura une vidéo pour la partie moteur et une vidéo pour la partie réfection de boîte. Donc la boîte de transfert, je n'y touche pas. Je sais pas si je vais avoir besoin de la déboulonner. Je pense que si, parce que ça risque d'être un peu chiant pour bosser sur la boîte de toute façon. Donc la prochaine vidéo va porter sur la réfection de boîte auto. Donc je vais découvrir en même temps que vous, donc ça va être cool. Comme ça, si je fais des conneries et que je casse la boîte, au moins ce sera drôle, vous pourrez bien vous foutre de ma gueule. Donc là, je vais pouvoir rebalancer ça dans le Ford. Avant, j'ai un peu de nettoyage au niveau compartiment moteur à faire parce qu'il y avait plein de vieux résidus gras dus à la fuite, principalement de DA. Donc il y avait de la terre et tout qui s'est mélangé. Enfin, je vous fais pas de dessin encore une fois, vous voyez le genre de merde que ça fait. Sur tout ce qui va être pont avant, etc., etc. Donc du coup, je vais m'occuper de remettre ça en place avant de rattaquer la deuxième vidéo. Et il y a quelque chose que je voulais voir avec vous. Dites-moi dans les commentaires. Je projette de faire potentiellement des lives sur YouTube. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de venir en live, tout ça. Alors je sais qu'on n'est pas forcément beaucoup. On est à peu près un peu plus de 6000 là sur la chaîne. Je sais très bien que sur les 6000, il y en a peut-être une centaine qui suivent vraiment tout ça quoi. Mais si vous avez des questions, parce que là je me suis pas trop éternisé sur le sujet et tout, au niveau du Canada tout ça, sur notre départ, sur les démarches et compagnie, je pense que c'est plus à même d'y répondre dans des lives ou ce genre de vidéos, parce que je préfère quand même garder un peu l'aspect mécanique tout ça sur les vidéos principales de la chaîne. Mais par contre, c'est avec plaisir que j'y répondrai lors de live ou de vidéos du genre. Ou éventuellement, potentiellement, des vidéos dédiées à ça, bien que je pense que ça aura moins d'intérêt pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme je disais, laissez un commentaire, me dire aussi ce que vous pensez de tout ça, ce que vous pensez du pick-up. Est-ce que je me suis fait douiller, j'ai vraiment acheté une grosse merde? Je pense que ça, c'est la bonne réponse. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher un pouce. C'est utile pour moi pour le référencement, pour que la vidéo ait plus de visibilité. Et puis du coup, je vous dis à la prochaine vidéo pour la boîte qui se retrouve juste là, pour ouvrir ça et découvrir un peu l'étendue des dégâts ou pas dedans. Et puis qu'on puisse procéder à la réflexion de cette boîte auto. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao!